Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 20 mois de guerre, plus de 2 mois de blocus humanitaire, la situation à Gaza est jugée catastrophique par les Nations Unies, les ONG et de nombreux pays à travers le monde. Le lundi 19 mai, Londres, Paris et Ottawa ont averti qu'il ne resterait pas, je cite, les bras croisés face aux actions scandaleuses d'Israël à Gaza. Le jeudi 22 mai, le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé Israël à avoir pitié de Gaza. Le gouvernement israélien a autorisé ce mercredi 21 mai une reprise limitée de l'aide humanitaire. Une centaine de camions chargés de vivres ont pu passer ce jour-là. Comment vivent les Gazaouis aujourd'hui? On fait le point dans Code Source avec 3 journalistes du Parisien, Thomas Poupeau, Ariane Rioux et Robin Corda. Robin Corda qui est actuellement en reportage en Israël. Le soir du mardi 13 mai, Emmanuel Macron est à la télévision sur TF1, une émission au cours de laquelle il balaie de nombreux sujets. Et à un moment, le journaliste Gilles Boulot l'interroge sur Gaza. Que répond le président ? Emmanuel Macron évoque un drame, il dit que c'est horrible ce qui se passe. C'est un drame et c'est horrible. Moi, mon boulot, c'est de tout faire pour que ça s'arrête. Surtout, il pointe du doigt le gouvernement de Benyamin Netanyahou en qualifiant d'inacceptable ce qu'il fait à Gaza. C'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. Il parle même de honte. C'est une honte. Et donc nous, on doit se battre absolument pour d'abord rouvrir, parce que ce sont des vies. Et c'est la première fois qu'il parle du conflit en ces termes. Il le dit, faire monter la pression sur le gouvernement israélien. Alors on va voir pourquoi Emmanuel Macron prend cette position à ce moment-là, alors que jusqu'ici le chef de l'État s'était montré beaucoup moins ferme envers le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Robin Corda, vous êtes en ce moment en Israël, à Tel Aviv. Rappelez-nous d'abord ce qu'est la bande de Gaza, cette enclave palestinienne au sud d'Israël. Alors Gaza, c'est une bande de terre qui est au sud-ouest d'Israël. Elle est longée par la mer Méditerranée sur l'ouest. Il y a l'Égypte au sud et Israël qui fait donc l'est et le nord des frontières. C'est un petit territoire, ça fait à peu près 40 km de long en hauteur et puis en largeur environ 8 km en moyenne. Et c'est extrêmement densément peuplé. Il y a 2,2 millions d'habitants qui y vivent, donc c'est vraiment un des territoires les plus densément peuplés au monde, avec des grandes villes. Il y a notamment Gazaville qui est au nord de cette bande de terre. Un peu plus au centre, il y a Khan Younes. Et puis à la frontière sud avec l'Égypte, il y a la ville de Rafah. Et depuis 2007, presque personne ne peut entrer ou sortir de ce territoire. Voilà, alors en fait en 2007, il y a le Hamas, qui est un groupe politique et militaire, qui prend le pouvoir dans la bande de Gaza. Israël le considère comme un groupe terroriste, et donc à partir de ce moment-là, l'État hébreu va surveiller et filtrer les entrées et les sorties de ce territoire qui est cerné d'enceintes, de barbelés, de miradors. Et l'Égypte aussi, pour des raisons de sécurité, va interdire ou en tout cas extrêmement limiter les entrées et les sorties, puisque le Hamas est lié aux frères musulmans et ce mouvement-là est aussi considéré comme terroriste par l'Égypte. Est-ce que certains habitants de Gaza allaient quand même travailler en Israël avant la guerre ? Alors, avant la guerre, oui, il y avait des milliers de Palestiniens qui disposaient d'un permis de travail et donc qui venaient tous les jours en Israël. Par exemple, moi, je me suis rendu à plusieurs reprises dans les kibbutz, les petits villages frontaliers de la bande de Gaza côté israélien, et ils avaient pour habitude de recevoir des Palestiniens tous les jours qui travaillaient dans l'agriculture, par exemple. Et aujourd'hui, quand je me rends dans ces villages, on voit très clairement la bande de Gaza, et de l'autre côté des enceintes, de l'autre côté des barbelés, ce ne sont plus que des villes rasées, dévastées, des bâtiments détruits, et toutes ces zones sont désertées depuis longtemps maintenant. Après l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, attaque qui a fait 1218 morts dont une majorité de civils, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis d'anéantir le Hamas qui est donc au pouvoir à Gaza. C'est le début d'une guerre meurtrière, plus de 50 000 Palestiniens dont de nombreux civils sont tués dans les bombardements israéliens d'après le Hamas. L'armée israélienne pénètre dans la bande de Gaza. Robin Corda, les Israéliens
rase des quartiers entiers après les bombardements, notamment à la frontière avec Israël, pour créer une zone tampon. Expliquez-nous ça. Voilà, c'est ça. Alors c'est une zone tampon sécurisée entre Israël et la bande de Gaza, tout simplement parce que c'est à partir de ces zones frontalières qu'il y a le plus gros risque, soit d'infiltration du Hamas dans l'État hébreu à travers des tunnels, où Israël a aussi peur que des terroristes arrivent à, par exemple, percer des barbelés et à réitérer des attaques similaires à celles du 7 octobre. Et puis, bien sûr, et c'est là aussi où il y a des caches d'armes et où il y a des envois de roquettes potentiellement destructeurs pour Israël, parce que quand les missiles viennent de loin, Israël a un système très perfectionné qui s'appelle le dôme de fer et qui arrive à intercepter les missiles, mais évidemment, lorsque ces missiles sont envoyés de zones très proches, eh bien, Israël est beaucoup plus vulnérable face à ce type d'attaque. Thomas Poupeau, où vivent les Gazaouis de ces quartiers qui ont été totalement détruits ? Alors les Gazaouis vivent dans des camps de déplacés où en fait ils s'entassent par dizaines de milliers. C'est des camps qui souvent sont le long de la côte. Donc là il y a des tentes, des abris de fortune qui sont évidemment pas adaptés aux conditions notamment climatiques. L'hiver est assez rude à Gaza, donc il y fait froid. Quand il pleut, tout est inondé. Et ces camps sont aussi parfois bombardés par l'armée israélienne. Thomas Poupeau, au mois de janvier, le 23 janvier, dans Le Parisien, vous faites parler une Française, Anne Châtelain, 47 ans, infirmière de formation. Elle a dirigé pendant 6 mois un hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Gaza. Et elle a été marquée par un enfant gazaoui devenu orphelin. Oui, c'est un petit garçon qui s'appelle Ibrahim, qui a 4 ans, et c'est le seul survivant de sa famille. Son père, sa mère, ses frères et sœurs ont été décimés dans un bombardement à la toute fin de l'année 2024. Il est grièvement blessé à la jambe, il est totalement traumatisé par ce qui lui est arrivé, parce qu'il a vu son père, sa mère mourir sous ses yeux, et il ne s'est remis à sourire qu'au bout de 3 mois. À ce moment-là, vous précisez que moins de la moitié des 36 hôpitaux de Gaza restent fonctionnels, et seulement en partie. Quel a été le quotidien d'Anne Châtelain dans cet hôpital de campagne ? Alors son quotidien, c'est plus de 300 consultations par jour, c'est parfois des afflux de blessés extrêmement graves, parfois 40 par jour, à tel point qu'ils ont été obligés, les médecins, les soignants et donc Anne Châtelain, de mettre en place un système de codes, donc code noir, code rouge et code jaune, en fonction de la gravité des blessures, et sachant que le code noir, c'est quand la personne arrive encore vivante, mais que par manque de matériel, parce que la blessure est trop grave, on ne peut plus la sauver. Le 19 janvier, une trêve entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur et à partir du dimanche 2 mars, Israël bloque toute aide humanitaire à destination de Gaza. Ici, c'est déjà la pénurie. Les files d'attente s'étirent, des heures d'attente pour finalement ne récupérer qu'un sac contenant du pain. J'attends pour avoir un sac de pain pour nourrir ma famille. Nous sommes environ 22 personnes pour un seul paquet. Il y a des échecs de négociation et à partir de ce moment-là, l'État hébreu va refermer tous les points de passage pour empêcher les livraisons d'aide d'entrée, tout ça pour des raisons de sécurité officiellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autorités israéliennes, elles accusent le Hamas de détourner cette aide humanitaire pour s'en servir soi-même ou pour alimenter le marché noir et s'enrichir, et ça c'est inacceptable pour Tel Aviv. Cependant, ce blocage en plein désastre humanitaire, en pleine guerre, eh bien, c'est vivement dénoncé par les ONG. Et le but pour Israël, c'est de faire pression sur le Hamas ? Bien sûr, parce que non seulement le Hamas s'appauvrit, mais l'idée c'est potentiellement aussi de retourner l'opinion contre le groupe qui est au pouvoir et qui a provoqué cette guerre avec son attaque du 7 octobre. Et on verra d'ailleurs dans les mois suivants de premières manifestations éclatées contre le Hamas. Et le premier ministre israélien Netanyahou va dire à ce moment-là que la stratégie d'Israël fonctionne. Thomas Poupeau, quelles sont les conséquences concrètes pour les habitants de Gaza ? Ce qu'il se dit sur place, et ce que pointent aussi certaines ONG, c'est une situation de famine. C'est-à-dire que sans aide humanitaire depuis plusieurs semaines, il n'y a plus de nourriture. Les puits d'eau potable ne sont plus forcément accessibles. Donc le quotidien des habitants de Gaza, c'est d'essayer de trouver de la nourriture.
sachant aussi que la plupart des installations agricoles ont été détruites, donc il n'y a plus que très peu de légumes, de fruits. Le prix de ces denrées-là a explosé, on est passé de moins d'1 euro le kilo de pommes de terre à plus de 20 euros. Donc il s'agit de survivre et les gens sur place racontent aussi qu'ils sont obligés de boire de l'eau qui est non potable. Israël reprend les bombardements dans la nuit du mardi 18 mars. À partir de là, les frappes sont régulières. Le dimanche 30 mars, le Croissant Rouge palestinien annonce avoir retrouvé les corps de 15 secouristes tués par des tirs israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Oui, en fait, l'armée israélienne a visé directement des ambulances. Ça s'est passé dans un quartier à l'ouest de Rafah. Et parmi les corps retrouvés, on dénombre 8 des ambulanciers du Croissant Rouge palestinien, qui est une société de secours qui fait partie du même mouvement que la Croix-Rouge, 6 membres de la défense civile et un employé de l'Agence des Nations Unies. Que dit l'armée israélienne au sujet de ces 15 morts? Quelle est sa version des faits? L'armée israélienne dit que ces soldats ont tué plusieurs terroristes du Hamas en tirant sur leurs véhicules et qu'à ce moment-là, d'autres véhicules, en l'occurrence les ambulances, ont fait un mouvement de façon suspecte, c'est ce que dit l'armée, en direction des soldats et c'est à ce moment-là qu'ils ont tiré dessus. Robin Corda, le lundi 24 mars, un journaliste gazaoui de 23 ans est tué. Expliquez-nous qui il était et ce qu'il s'est passé. C'est Hossam Shabbat, il était suivi par 600 000 personnes sur Instagram parce qu'il documentait les effets de la guerre dans le nord de la bande de Gaza comme photojournaliste, et notamment pour Al Jazeera. Et donc le 24 mars, il est tué par l'armée israélienne lors d'une frappe par drone près de Beth Laya. Son véhicule explose et l'armée israélienne dira plus tard que Hossam Shabbat a participé à des attaques et des activités terroristes, mais sa mort est dénoncée par plusieurs grandes associations de journalistes, notamment Reporters sans frontières. Le mercredi 16 avril, une jeune photojournaliste, elle aussi de 25 ans, meurt dans un bombardement israélien. C'est Fatima Assouna, elle a donc 25 ans, c'était une photojournaliste indépendante qui était très reconnue pour ses images de la guerre dans des grandes publications internationales, par exemple The Guardian, et elle est tuée lors d'un bombardement particulièrement meurtrier, puisqu'elle meurt avec 10 membres de sa famille lors d'un bombardement sur la maison familiale dans la ville de Gaza. Et Fatima Assouna, elle est particulièrement connue parce qu'elle faisait l'objet d'un documentaire qui a été sélectionné pour le festival de Cannes. Et d'ailleurs, elle avait appris cette sélection seulement quelques jours avant de mourir. Concrètement, aucun journaliste ne peut entrer dans Gaza ? Depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a seulement laissé passer quelques journalistes pour l'accompagner sur le terrain, pour en fait organiser des sortes de tours médiatiques et montrer par exemple les tunnels que le Hamas avait creusés pour cacher ses armes et dissimuler ses autres activités. À part ça, c'est impossible pour un journaliste de se rendre dans la bande de Gaza, ou quasi impossible. Il y a une journaliste américaine qui, au début de la guerre, a réussi à infiltrer une équipe médicale des Émirats arabes unis, mais sinon les entrées sont interdites. Il y a des grands sas de sécurité, des zones tampons militarisées, et c'est impossible de se rendre de l'autre côté des barrières et des enceintes qui cernent ce territoire. Le 15 mai, Ariane Rioux, Thomas Poupeau, vous publiez dans Le Parisien un papier décrivant la situation à Gaza à partir de témoignages de Gazaouis que vous recueillez à distance au téléphone. Ariane, vous échangez notamment avec une mère de famille prénommée Naïl. Qui est-elle ? Alors, avant le début de la guerre, Naïl était formatrice en langue anglaise. Elle a donc 3 enfants de 8, 14 et 16 ans. Et elle vit, enfin plutôt elle survit, c'est ce qu'elle me dit, sous une tente de fortune au sud-ouest de la bande de Gaza. Et elle est complètement à bout de force. Elle me dit que ses enfants sont rongés par la faim, par la peur, que sa mère aussi est atteinte d'un cancer de l'utérus et qu'elle a du mal à se procurer des médicaments pour la soigner. Naïl vous explique aussi qu'elle vient de perdre son père il y a 3 semaines. C'est très dur pour elle de m'en parler. Elle me dit qu'elle l'a retrouvé inerte au milieu de la tente dans laquelle ils vivent. Son père, en fait, était diabétique. Il est mort parce qu'il n'avait plus accès à ses traitements et elle est complètement dévastée. Dans quelles conditions elle vit aujourd'hui ?
En fait, sa maison a été détruite par des bombardements israéliens. Et en fait, depuis le blocus de l'aide humanitaire par Israël, donc le 2 mars, elle a beaucoup de mal à nourrir toute sa famille. Ils ont quelques restes de l'époque où ils pouvaient avoir encore accès à de la nourriture, du riz, des lentilles. Mais même ça, c'est compliqué de les faire cuire. Parce qu'en fait, elle m'explique qu'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus non plus de bois parce qu'ils ont coupé tous les arbres autour d'eux. Et donc, elle est obligée, et ça m'a marqué, de faire cuire les aliments en faisant brûler ses vêtements, ses chaussures. Elle vit vraiment dans des conditions de survie totale. La famille partage un seul repas par jour quand ils arrivent à avoir un peu de nourriture. Les Gazaouis, où est-ce qu'ils vont chercher de la nourriture ? Alors c'est la débrouille absolue, il reste des stocks mais extrêmement réduits des distributions humanitaires quand elles avaient lieu, c'est-à-dire avant le début du mois de mars, donc on se débrouille pour trouver une conserve ici ou là, il y a encore des marchés mais les étals sont quasiment vides, il y a également très très peu de légumes, de fruits, puisque la plupart des fermes ont été détruites, sont plus approvisionnées en eau, on peut plus arroser. Donc en fait, c'est chaque jour un combat absolu pour trouver une boîte de conserve, 1 kilo de riz, 3 pommes de terre. Et en plus, le manque a créé également une explosion des prix de ces denrées. Thomas, de votre côté, vous avez interrogé un père de famille, Riyad, un habitant de Gazaville, qui a 2 enfants âgés de 8 et 4 ans. Lui, quelle est sa situation ? Alors Riyad, c'est un travailleur humanitaire employé par le Secours Islamique France, qui est une ONG française qui travaille sur place à Gaza, mais évidemment, depuis qu'il n'y a plus de distribution alimentaire, il n'a plus rien à distribuer et il se retrouve dans la même situation que tous les autres Gazaouis, c'est-à-dire à devoir chaque jour trouver ici et là un peu à manger, un peu de riz pour ses enfants. Et actuellement, après avoir été déplacé de camp en camp, notamment dans le milieu de l'enclave, vers Khan Younes, il se retrouve aujourd'hui dans un appartement dans lequel il était avant, qui est à Gazaville, donc qui est en partie détruit. Et c'est là qu'il se trouve avec sa famille. Riyad, lui aussi, vient de perdre un membre de sa famille, le père de sa femme, son beau-père. Oui, son beau-père s'appelait Ali et il y a quelques mois, il a été blessé dans un bombardement israélien à la jambe. Sauf qu'évidemment, par manque de matériel médical, par manque de médicaments, sa plaie s'est infectée. Et par-dessus cette blessure, s'est ajouté le manque de nourriture. Ce que Riyad me racontait, c'est que son beau-père faisait 95 kilos avant la guerre. Et quand il est mort d'infection, de malnutrition, il en pesait plus que 35. Dans votre article, un chirurgien qui a parlé à notre consoeur Elsa Marie explique à quel point le système de santé de Gaza est à bout de souffle. Oui, ce chirurgien, qui est un chirurgien obstétrique, s'appelle Zouer Larna. Ça fait 25 ans qu'il exerce dans l'humanitaire, notamment à Gaza. Et lui nous raconte comment parfois, souvent même après des heures d'opération, les patients finissent par mourir. Il donne l'exemple d'une femme qui est arrivée un jour avec une balle dans la tête, qu'il a essayé de sauver, mais en fait, faute de matériel, faute de médicaments, faute de moyens humains, en fait, elle est décédée sur la table d'opération. Thomas, au mois de mars, le jeudi 13 mars, une commission d'enquête des Nations Unies a qualifié d'acte génocidaire la destruction de la plus grande clinique de fécondation in vitro de la bande de Gaza. De quoi est-ce qu'on parle précisément et qu'a dit cette commission d'enquête de l'ONU ? Alors, cette clinique s'appelle la clinique Al-Basma et c'était, avant la guerre, le plus grand centre de procréation médicalement assistée, donc où étaient stockés 4000 embryons et on y pratiquait jusqu'à 100 fécondations in vitro par mois. Elle a été bombardée par l'armée israélienne en décembre 2023. Sa destruction vise, selon la Commission des Nations Unies, à empêcher des naissances à Gaza, ce qui constitue à ses yeux un acte génocidaire. Comment a réagi Benyamin Netanyahou à ces accusations ? Alors, il dément formellement, il juge que ces déclarations sont fausses, absurdes. Il qualifie cette commission des droits de l'homme des Nations Unies de cirque anti-israélien. Il la juge corrompue, antisémite et explique même que c'est, à ses yeux, un soutien du terrorisme et du Hamas. On en revient au début de cet épisode de Code Source, le lundi 13 mai, le jour de l'émission sur TF1 d'Emmanuel Macron. En Israël, Benyamin Netanyahou annonce que dans les jours qui viennent, l'armée israélienne va entrer massivement dans Gaza pour, je cite, achever l'opération et vaincre le Hamas. À ce moment-là, la pression internationale monte. Emmanuel Macron a donc parlé de honte. Le lendemain, le 14 mai, à New York, le chef des opérations humanitaires de l'ONU tape du poing sur la table du Conseil de sécurité. Allez-vous agir
agir de façon décisive, demande-t-il, pour empêcher un génocide à Gaza. Fin de citation. La pression internationale qui s'accentue au sujet de la situation humanitaire désastreuse à Gaza, Robin Corda, comment est-ce que c'est vécu en Israël ? Pour beaucoup d'Israéliens, il y a une forme d'injustice dans ces reproches. Pour les Israéliens, le plus important, c'est d'abord qu'il y a eu un agresseur et un agressé, que Israël a encore des otages qui sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Et en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas ces critiques. Voilà, on a l'impression ici souvent que l'attention internationale se focalise sur Gaza et refuse de comprendre la situation des Israéliens qui vivent un drame depuis le 7 octobre 2023. Ariane Rioux, le dimanche 18 mai, le gouvernement israélien donne son accord pour une reprise limitée de l'aide humanitaire à Gaza. On sait pourquoi ? Oui, mais en fait, Benyamin Netanyahou et son gouvernement n'avaient plus le choix. Et en fait, lui-même, le Premier ministre israélien, a diffusé une vidéo sur son compte Telegram dans laquelle il assure que des amis d'Israël lui ont dit qu'ils ne pourraient plus soutenir la poursuite de la guerre si des images de famine de masse dans le territoire palestinien étaient diffusées. Comment se traduit cette reprise de l'aide humanitaire sur le terrain ? Alors d'abord, l'armée israélienne a autorisé l'entrée de 9 camions d'aide humanitaire de l'ONU par le sud-est de la bande de Gaza pendant le week-end. Et puis les jours qui ont suivi, d'autres camions ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza. On parle de 100 camions en l'occurrence. L'ONU a réagi en évoquant une goutte d'eau. Oui, parce qu'en fait, la situation est extrêmement critique. Il y a 2 millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza, donc 9 camions, puis même 100, c'est insuffisant. Beaucoup d'humanitaires estiment qu'il faudrait environ 500 camions par jour pour permettre à la population de Gaza de survivre. Et en plus, avec de si petites quantités, se pose de la question de la répartition, avec la crainte d'émeutes lorsque la nourriture sera distribuée. Merci Ariane Rioux, Robin Corda et Thomas Poupeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Oriane Gendreau et Pénélope Gualquierotti. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux faits divers. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle dans Crime Story avec Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.